Donc, je voudrais remercier tous les élus qui nous accompagnent. En premier lieu, la présidente du groupement d'intérêt public Génopole, Marianne Duranton, mais aussi le président de la communauté d'agglomération du Grand Paris Sud, et le maire d'Evry, Francis Choix. Je voudrais saluer Jean-Pierre Bester, dont j'ai compris que maintenant vous étiez quasiment jumeaux. Voilà, le maire de Corbeil-Essonnes, et qui représente peut-être ici aussi le département, puisque je crois que François nous a quittés. Je voudrais aussi vous présenter Faten Idri, qui est essonnienne et qui est aussi la vice-présidente enseignement supérieur recherche de la région et qui fait un très bon travail. Voilà, et puis les autres conseillers régionaux, Jean-Philippe, Isabelle, je crois que j'ai oublié personne, et Pierre Denisio qui est là. Voilà. Alors, je suis très très heureuse d'être ici, particulièrement parce que c'est un moment charnière pour Génopole avec le départ de l'historique de l'étape, Pierre Tambourin, qui m'a à de très nombreuses reprises sensibilisé à la question du Génopole, que ce soit dans mes fonctions de politique nationale, de député, ou alors évidemment de conseillère régionale, puis de présidente de région. Donc Pierre, tout le monde ici le connaît. Je dis à son successeur, que je ne vois plus, j'ai perdu, que bon, la succession va être difficile, mais en même temps on vous laisse un très très beau bébé qui a bien grandi quand même et qui ne demande qu'à prendre son envol. Donc Pierre, encore bravo pour tout ce que vous avez fait depuis des années pour ce site. Et puis j'espère que la combinaison de France Génomique, des plans d'investissement d'avenir et de la volonté régionale de s'investir, plus le dynamisme de vos chercheurs et de vos startups, on va finir par devenir leader européen, comme vous l'avez toujours souhaité. Alors, je salue la directrice générale adjointe, le directeur général du Centre national de génotypage du CEA, et puis tous les présidents d'unités de recherche et d'entreprises qui sont là, qui nous ont fait des présentations vraiment très passionnantes. C'est intéressant de voir quand même tout ce qui se fait aujourd'hui sur Génopole, dans la diversité de ce qui se passe. Et je crois que c'est vraiment très important. Alors, bon, je ne vais pas vous faire un exposé bateau sur la recherche en Ile-de-France. Vous savez bien qu'en Ile-de-France, on a 40% de la recherche française. Et vous savez bien que l'Essonne, après Paris, est le deuxième département phare pour la recherche. Et donc, il faut absolument que nous travaillions à faire encore grandir nos pépites franciliennes. Génopole d'Evry, ça a été dit, est un magnifique exemple avec ses 19 laboratoires d'excellence et ses 82 entreprises de biotechnologie. Alors, ce qui fait le caractère vraiment innovant du Génopole, et en même temps ce qui en fait tout l'intérêt pour la région et ce qui justifie que la région y investisse énormément, c'est que vous êtes à la croisée justement entre recherche et application, entre recherche et innovation, entre recherche et création d'emplois. Et ça, je crois que depuis 1998, le chemin parcouru est assez exceptionnel. Donc, je tiens à le dire à Jean-Marc Grenier, on sera au rendez-vous qui nous attendent. Qu'est-ce qui va se passer là dans les mois qui viennent? Dans les mois qui viennent, ça a été dit, on va redéfinir notre politique de DIM. Notre politique de DIM va être redéfinie d'une manière un petit peu différente de par le passé. Je le dis parce qu'en fait, on a un peu changé les règles du jeu en cours de route. Donc ça a pu désarçonner certains porteurs d'appels à projets. En réalité, le nouveau conseil scientifique de la région, qui a été créé, qui a été mis en place sous la présidence de Philippe Gillet, que certains d'entre vous connaissent bien ici, qui a été mon directeur de cabinet, qui a dirigé l'école polytechnique de Lausanne. L'idée du nouveau conseil scientifique, ils en ont débattu ensemble, ça a été de ne plus faire des DIM attrape-tout. Dans la précédente mandature, on avait fait des DIM englobants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on avait pris toutes les lignes de force de l'Île-de-France en matière de recherche et on avait dit là où il y a des lignes de force, on donne, et puis à charge pour les chercheurs, qu'on avait tous regroupés dedans, de se partager l'argent. Donc on était parti sur des choses assez grosses et avec assez peu j'allais dire on n'était pas sur l'innovation de rupture, on était sur aider les lignes de force
de la recherche francilienne. Donc par exemple, on avait un DIM cancer, on avait un DIM neuro, on avait un DIM infectio, on avait un DIM... et d'ailleurs, comme la génomique était peut-être pas assez grosse, on vous avait marié avec les biothérapies. Dans un DIM qui, je dois le dire, parce que la précédente mandature, Isabelle Tisse-Saint-Jean a fait un très beau boulot, elle a fait évaluer les DIM par le conseil scientifique de la précédente mandature. Donc quand je suis arrivée, j'avais l'évaluation des DIM sur mon bureau, faite par la précédente mandature. Donc ils ont vraiment mené le processus jusqu'au bout et de manière assez... Et c'est vrai que le DIM, un peu fourre-tout, Génopole plus biothérapie, n'était pas évalué de manière spectaculaire, mais c'était assez logique parce qu'il était beaucoup moins gros que les autres aussi. Donc en fait, après l'évaluation... Bon. Donc le nouveau conseil scientifique a décidé de mener une stratégie différente. Et ça a pu surprendre certains et ça peut expliquer certaines frustrations. Ils ont décidé de prendre des projets vraiment de rupture, plus petits. Et puis ils ont décidé aussi de se situer là où on a du mal à se situer en France et où les grands organismes ont du mal à se situer, c'est-à-dire à la croisée des sciences. Ils ont beaucoup privilégié les projets multidisciplinaires et plutôt que des projets monodisciplinaires. Et notamment, ils ont mis beaucoup de digitalisation, de big data, etc. dans les projets de recherche. Voilà, alors ça donne un appel à projet un peu différent. Et puis, ils ont assumé, ils m'ont demandé d'assumer, et j'assume, l'idée qu'effectivement, l'intérêt pour la région d'investir dans la recherche, c'est pas de faire de la recherche fondamentale, c'est de faire de la recherche en lien avec l'innovation, c'est-à-dire quelque chose qui peut se traduire par soit des avancées sociétales, soit des avancées économiques sur le plan régional, et que le rôle de la région est d'être à cet endroit-là, c'est-à-dire à l'endroit de l'innovation. Voilà. Donc, un premier appel à projet DIM, dans lequel il y aura un DIM sur la génétique, qui est un DIM, je crois, qui est porté par, je ne dis pas de bêtises, par l'hôpital Necker, mais pas un grand DIM fourre-tout, génomique ou thérapie génique. Voilà. Alors, comme on a un peu désarçonné certains porteurs de projets qui ne s'attendaient pas forcément à ce que l'appel à projet soit finalement puisse être aussi, avoir des projets aussi petits et aussi thématisés, on va relancer un appel à projet DIM dans 2 ans. Et l'idée, c'est en fait de mettre plus d'argent sur la recherche que par le passé. Là, aujourd'hui, on est sur l'enveloppe DIM à peu près, je crois, à 10 millions d'euros par an. Là, l'idée, ce serait de mettre plus d'investissements sur les domaines d'intérêt majeur, mais de faire un deuxième appel à projet dans 2 ans et de laisser ainsi aux équipes la possibilité de recandidater. Alors, il y a les DIM, et puis il y a les sésames, c'est-à-dire la politique d'équipement des labos, hors DIM. Donc là, les sésames sont maintenus. Donc vous pouvez continuer à candidater sur les sésames. Et puis, il y a l'investissement régional dans le Génopole lui-même. Et là-dessus, la région a pris une décision qui est lourde de conséquences. C'est que nous avons décidé d'aider François Duroy, tu arrives pile poil, d'aider François Duroy à faire face à la charge que constitue l'équipement et le fonctionnement de Génopole. Donc on va voir comment on le fait. Aujourd'hui, la région, c'est 5 millions d'euros par an, 2,5 millions en fonctionnement, 2 millions en investissement pour Génopole. Et je crois que tu payes à peu près la même chose, François. Donc notre idée à terme, c'est d'essayer de faire reprendre par la région une bonne partie de ce financement départemental. Et donc la région deviendra l'investisseur majeur du pôle. Parce que désormais, la loi NOTRe nous donne la compétence développement économique intégrale. Et elle n'est plus au département. Et donc il serait logique que si on considère d'une manière extensive que la recherche fait partie de la compétence développement économique, ce que je plaide, et bien à ce moment-là, ça veut dire que la région devrait reprendre le financement du Génopole, j'allais dire de plus en plus seul. Alors, j'ai plaidé ça auprès de Manuel Valls, c'est-à-dire la possibilité de mettre les investissements recherche dans le cadre de la compétence développement économique. C'est une décision qui appartient au gouvernement, mais qui va être très importante, parce que normalement la région devrait récupérer 50 millions d'euros de financement supplémentaire l'année prochaine, au titre de cette nouvelle compétence développement économique qui nous vient des départements et qui nous est transférée. Et auquel cas, évidemment, je voudrais en réinvestir
une bonne partie sur la recherche. Donc vous m'avez comprise, je veux que la région assume sa mission recherche, et sa mission recherche en lien avec la création de start-up, en lien avec la création de valeur, en lien avec les innovations sociétales. Voilà. Donc c'est ce que je voulais vous dire, pour que vous compreniez bien quelle est la stratégie derrière que nous allons mener. Donc, on sera encore plus là. J'ajoute que je vous ai tous entendu louer la BPI, mais je veux vraiment que vous sachiez tous que les crédits BPI Innovation sont garantis par la région Île-de-France et que c'est grâce à la région, et c'est pas moi qui l'ai mis en place, hein, c'est Jean Peluchon, donc je peux le dire du bien avec facilité et humilité. On a mis 120 millions d'euros de garantie régionale pour permettre des prêts BPI. La seule chose que je revendique, c'est qu'avec Jérôme Chartier, on a dit à la BPI que quand on mettait 122 millions d'euros de garantie pour des prêts BPI, il ne fallait pas qu'ils donnent 250 millions de prêts avec cet argent, il fallait qu'ils en donnent 600 millions, parce que la garantie, elle n'est quand même pas exercée tous les jours. Et donc, on va dynamiser les prêts BPI, et on a demandé à la BPI d'aller sur des prêts plus risqués, c'est-à-dire d'aller massivement sur des prêts, justement sur des technologies de rupture, ou sur des sociétés innovantes, et de pas trop, ça c'est un vrai problème qu'on trouve avec la BPI, pas trop se situer en concurrence avec le système bancaire classique, mais plutôt de prendre plus de risques. Et comme je siège en tant que présidente de région désormais au conseil d'administration de la BPI, tenez-moi au courant si jamais vous avez des sociétés radicalement innovantes qui ne trouvent pas financeurs auprès de BPI Innovation, parce que vraiment l'idée c'est de pouvoir aider. Alors par ailleurs, nous avons des dispositifs d'aide à l'innovation régionaux, et notamment un dispositif d'aide à l'équipement qui s'appelle InnovUp, et on a tout simplifié. C'est-à-dire que maintenant, voilà, il n'y a plus de... Enfin, vous déposez votre dossier, puis on vous dit si vous êtes... mais ça se fait au fil de l'eau, il n'y a plus d'appel à projet, etc., etc. Donc je vous invite tous à candidater à InnovUp si vous en jugez, si vous en avez la nécessité. Et l'instruction est faite par BPI, justement, sur l'innovation. Voilà. Alors, moi je suis ravie qu'on ait aussi subventionné le centre de recherche clinique et translationnel sud-francilien. C'est vraiment très important pour nous que vous ayez ce travail de lien avec les hôpitaux, l'hôpital, et ça aussi c'est ce qui fait j'allais dire, le caractère très précieux du Génopole, c'est d'être à la croisée de tous ces chemins. Voilà. Alors qu'est-ce que j'avais encore à vous dire d'important? Je suis aussi très contente que l'Université d'Evry soit associée au pôle de Saclay. Moi je l'avais souhaité, le gouvernement l'a fait. Il y avait peut-être plus d'arguments que moi pour le faire, mais je pense que c'est très très important que l'Université d'Evry se raccroche à la dynamique de Saclay. Vous savez que j'ai pris la décision de présider moi-même l'établissement public d'aménagement du plateau de Saclay avec l'accord de François Durovray et des élus de l'Essonne. Mais je crois que c'est important parce que Saclay, pour nous, ça va être le moteur technologique de la France, pas seulement de l'Île-de-France. Et il faut qu'effectivement on y mette des lieux de vie, qu'on y mette beaucoup d'énergie pour en faire un projet départemental, mais même national, très important. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Bon, ils m'ont fait marquer dans le discours que la région avait donné 134 millions d'euros au total depuis la création du Génopole au Génopole. Voilà, il faut le dire, hein, ça mérite s'il y a des journalistes dans la salle. Voilà. Et puis, qu'est-ce qu'on a? Donc, vous rassurer sur la continuité de notre engagement, mais ça, je crois que vous êtes absolument rassurés. Vous rassurer sur le fait que, évidemment, la recherche sera une des priorités de l'action régionale, mais là aussi, je crois que vous êtes rassurés. Je reviens de New York et de Boston. C'était très intéressant mon voyage à Boston, parce que dans le domaine des biotechnologies, quand même, ce qui se passe est absolument spectaculaire, mais montre aussi qu'il suffit d'avoir une volonté, la volonté d'un territoire, en l'occurrence la ville de Boston, mais aussi l'État du Massachusetts. Il suffit d'avoir la convergence d'une volonté politique et d'une dynamique de terrain pour pouvoir réussir à faire un cluster à visibilité mondiale. Et Boston, il y a 10 ans, n'était pas du tout le phare des biotech qu'il est devenu. Donc je pense que si on conjugue nos efforts,
on doit pouvoir faire de l'Essonne le lieu majeur de création des biotech dans le monde. Voilà. Puis pour finir, je vous fais la cerise sur le gâteau, les transports. Nous savons que l'attractivité de l'Essonne passe aussi par l'amélioration des transports, n'est-ce pas? Et c'est un énorme sujet pour nous. Alors, vous avez noté que sur la question du RER-D, nous avons décidé qu'on ne pouvait pas se contenter de remettre au calendrier grec la rénovation du RER-D, et nous avons rajouté le RER-D dans le grand appel d'offres du RER nouvelle génération, qui ne devait concerner que les nouvelles rames du RER-E, celles qui devaient aller à la Défense et à Mantes-la-Jolie. Donc au départ, il y avait 70 RER nouvelle génération qui étaient commandés. Là, aujourd'hui, on en a commandé 240. Et ça veut dire qu'en réalité, les nouvelles rames arriveront sur le RER-D dès 2020. Et on a demandé 40 rames dès 2020. Et c'est ce fameux appel d'offres, qu'on appelle l'appel d'offres du siècle, que nous avons décidé ensemble de passer avec le STIF à la SNCF, et qui, si tout va bien pour eux, devrait être attribué à des entreprises basées en France. Il faut que le département de l'Essonne marche vraiment sur ses deux pieds, Évry-Massy, et ce tram-train va être une dorsale structurante. Donc là aussi, j'ai le plaisir de vous dire que j'ai signé à midi, c'est pour ça que j'étais un petit peu en retard, pas signé, topé à midi avec le préfet de région sur le contrat de plan État-région, monsieur le président, et sur le financement du tram-train Massy-Évry. On va continuer. Et tous ceux qui essayent d'opposer les maladies rares aux maladies fréquentes se trompent. Parce qu'en réalité, toute la recherche génétique que vous faites sur les maladies rares aura un impact translationnel sur les maladies fréquentes. Et donc il faut arrêter d'entretenir une polémique totalement stérile sur cette question du Téléthon. Je me souviens, quand j'étais ministre, à l'époque, je crois que c'était Martin Hirsch, avait eu l'idée de dire on n'a qu'à mettre tout l'argent du Téléthon au pot et ensuite on le répartira de manière administrative entre les différents labos. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Les gens qui donnent au Téléthon, ils ont envie de donner aux maladies orphelines. Parce que les maladies orphelines les touchent. Et donc le sujet aujourd'hui, c'est qu'il faut laisser un petit peu les Français tranquilles, et il faut les laisser donner aux causes qui les touchent. Et vous avez réussi à les toucher, vous avez réussi à leur parler, vous avez réussi à leur faire comprendre l'importance de vos recherches. C'est très bien, et tant mieux que d'autres fassent la même chose, voilà, et qu'on n'essaye pas de prendre à ceux qui réussissent pour donner à ceux qui n'ont pas pris d'initiative. Je vous remercie.